Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'Ariane. Aujourd'hui nous allons parler des études supérieures en Nouvelle-Zélande. Mais avant tout, laissez-moi l'opportunité de me présenter. Mon nom est Ariane Meneux, nous avons émigré avec mon mari en Nouvelle-Zélande il y a maintenant 20 ans et nous avons créé Nouvelle-Zélande Service il y a une dizaine d'années. Et je suis également la directrice du département éducation, puisque chez Nouvelle-Zélande Service, on aide les gens à investir, à immigrer et à faire potentiellement des remises à niveau d'anglais ou des études en Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer ce soir, sur les études supérieures en Nouvelle-Zélande. J'insiste sur le fait que vous pouvez poser vos questions en direct, donc n'hésitez pas, parce que vos questions seront utiles à d'autres. C'est toujours le cas, on n'ose pas venir poser une question de zéro, peut-être qu'elle sera pas adéquate et en fait elle l'est forcément pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Donc je surveillerai dans un coin pour voir si vos questions apparaissent et ça me permettra d'y répondre en direct. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc aujourd'hui, oui, les études en Nouvelle-Zélande. On va finir aussi la séance comme j'en ai pris l'habitude maintenant par une anecdote ou deux d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'il y en aura deux, en fin de session. Donc, commençons par ces études supérieures Nouvelle-Zélande. Je vais de temps en temps parler d'université ou d'établissements supérieurs. Quand je dis université, ça ne concerne pas forcément que les universités, ça veut simplement dire dans ma tête les études supérieures. On en parlera aussi par rapport au choix des écoles et au travail qu'on fait avec nos étudiants ici. Donc, pourquoi étudier en Nouvelle-Zélande? Je crois qu'on en a déjà parlé. L'anglais est maintenant devenu une obligation, c'est plus une option, ça doit être sur mon CV. Mais de passer au stade des études en Nouvelle-Zélande et d'obtenir un diplôme néo-zélandais ou anglophone, c'est une ouverture sur le monde qui est absolument nécessaire au jour d'aujourd'hui. Les jeunes de cette génération-là vont probablement parcourir le monde bien plus que ce que l'on fait, en tout cas nos parents et même notre génération.
Et avoir un diplôme néo-zélandais qui est reconnu internationalement permet cet échange avec les autres. Un autre intérêt quand on fait des études en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on va rencontrer bien évidemment des Néo-Zélandais, mais on va rencontrer aussi passablement d'étrangers. Et ça permet de créer un réseau. Ce qui veut dire que le jour où on est devenu comptable, par exemple, et qu'on est dans une entreprise et qu'on fait de la comptabilité peut-être à un niveau international ou du business à un niveau international, on aura potentiellement un camarade avec qui on aura fait des études ou qu'on aura rencontré dans l'université qui sera lui installé en Corée et avec qui on pourra faire du business à ce moment-là. Donc ce network, ce réseau est aussi important quand on fait des études dans un cadre international. Ce qui est important aussi par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est qu'on a un niveau d'éducation et d'études qui est absolument remarquable. La Nouvelle-Zélande est un petit pays, 4,8 millions d'habitants au jour d'aujourd'hui. On a 7 universités, les 7 sont classées dans les 20 meilleurs du monde. Dans les 200 meilleurs du monde, 20 meilleurs, ça serait donc. Mais sur ce, j'ai fait un lapsus parce qu'il y a certains cours qui sont effectivement classés dans les 20 meilleurs du monde, entre autres à l'université d'Auckland, mais pas seulement. Et je pense aussi à la formation de vétérinaire qui est très bien classée au niveau international. Donc on a de très bonnes universités et je pense qu'il faut en profiter principalement pour les gens, les francophones qui habitent aux alentours. Je pense bien évidemment aux Calédoniens ou aux Tahitiens. Mais on a aussi des étudiants qui viennent de France, soit pour faire des études complètement, soit pour faire une année d'échange, ce qui est tout à fait possible par rapport à nos universités ici. Et elles ont toutes des départements d'échange. Elles sont ravies d'accueillir des étrangers aussi. Quand je dis échange, c'est aussi quelque chose à faire en particulier parce que des fois, les Français ont tendance à vouloir avoir un étudiant contre un étudiant néo-zélandais. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais en tout cas, il y a un intérêt qui se présente à venir faire excusez-moi, une année d'études ici pour un Français. Ça ouvre des perspectives qui sont différentes. Donc, réfléchir à cette qualité. La diversité des cours, j'en pourrais passer la prochaine demi-heure à vous lire une liste de tous les cours qui sont possibles. Bien sûr qu'il y a tous les classiques, je veux dire, si vous voulez étudier du business, du marketing, ingénieur, que sais-je, tout est totalement disponible. Il y a d'autres formations qui sont intéressantes et peut-être plus liées à la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'à tout ce qui est lié au domaine maritime, que ce soit les transports, mais aussi la biologie, les animaux, etc., qui permettent aussi d'avoir un accès plus direct à la mer ici. On a aussi certains cours que je trouve intéressants qui sont sur les professions du futur, sur comment sera l'avenir, etc. Donc, vous avez le droit ici de rêver et de décider de ce que vous voulez faire. Il y a probablement des cours qui vous conviennent. Cette diversité, on en reparlera aussi quant à le choix des cours et comment est-ce qu'on fait les choix. Je profite parce que je vois que des gens commencent à arriver aussi ou arrivent un petit peu en catastrophe. Donc je me représente Ariane Meneux de Nouvelle-Zélande Service, directrice du département éducation dans NZS. Donc, qualité des écoles, on en a parlé, diversité des cours, on en a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les critères pour rentrer dans une école en Nouvelle-Zélande? Supérieure, je parle d'une école supérieure. Alors, 2 choses essentielles de base. Il nous faut un bac et un certain niveau d'anglais. Le bac, qui peut être ou scientifique ou d'autres types de bac. Mais bien évidemment que si vous visez une formation de type par exemple médical, médecin, etc., ou basée sur les maths, on aura un certain avantage avec un bac scientifique. Si ce n'était pas le cas, si vous avez un bac littéraire et que des études scientifiques vous intéressent, on peut aussi pouvoir le faire. Il existe des cours qu'on appelle des foundation courses, c'est-à-dire des cours qui permettent un petit peu un rattrapage sur certaines matières. Après, il faut un niveau d'anglais. Alors, dans la vaste majorité des cours, on demande un 6 à un examen qui s'appelle l'IELTS ou IELTS. Ça couvre beaucoup de cours, en tout cas à un niveau bachelor, à un niveau de licence. Okay. Maintenant, quand on choisit des formations plus de type aide à l'autre ou attention à l'autre, alors je pense à
à des formations comme psychologue, psychiatre, tout ce qui est journaliste, tout ce qui est le soin à la personne, parce que là, la notion du langage est absolument essentielle. Et très souvent, c'est un niveau supérieur qui est demandé, soit un 6,5, soit un 7 à l'IELTS. Okay? Et 7, c'est vraiment déjà une très très bonne note à l'IELTS. Il faut parler couramment anglais pour arriver à ce niveau-là. Donc le bac, l'IELTS. Grosse différence par rapport à la France, vous allez, à partir du moment où vous avez ces deux éléments, vous pouvez rentrer à l'université. Ici, on ne rentre pas sur présentation du dossier, à part le bac et l'IELTS, mais ce n'est pas forcément une question de notes que vous avez derrière. Alors c'est vrai que si vous faites un métier très scientifique et qu'on vous demande ou que vous étudiez les mathématiques, il vaut mieux que vous ayez des bonnes notes de maths au départ. Mais c'est pas, vous n'allez pas prendre la place d'un autre. La porte vous est ouverte. Okay, c'est important, on en reviendra. C'est vraiment toute cette différence avec la France qui est essentielle et qu'il faut mettre en avant. Donc, bac, niveau d'anglais, qui peut varier d'une formation à l'autre. Oui, j'ai une question sur les cours. On en parlera. Je vais peut-être suivre le fil que j'ai préparé, mais je vous promets que ça viendra incessamment sous peu. Donc, la diversité des cours, c'est important, le niveau de l'IELTS qui est important. Là où j'aimerais vraiment insister ce soir, c'est parce que, bien évidemment, que nous, on parle à nos clients qui sont français. Donc, vous avez une image de l'école qui est française, vous avez été formé dans un système français, qui est un système finalement extrêmement compétitif. Il faut être le meilleur, il faut passer devant. Pour rentrer dans une université, vous devez présenter un dossier, vous ne saurez en général qu'à la dernière minute, quand je parle d'université ou école supérieure, qu'à la dernière minute dans quel établissement vous allez aller, et la compétition elle est forte. Ici, l'état d'esprit est complètement différent, et je sais que c'est difficile à comprendre, mais comme je vous l'ai dit, vous serez accepté à partir du moment où vous avez un bac au niveau d'IELTS. Et puis ici, si on a plus d'élèves qu'il n'y avait de classes prévues, on rajoute des classes, okay? On n'élimine pas les élèves. L'idée, et c'est vraiment fondamental ici, l'idée c'est la réussite de l'élève. Tout va mettre en place pour que l'élève puisse réussir dans des conditions optimales. C'est vraiment important. Excusez-moi, oui, j'ai juste une question de Gabriel qui me demande s'il est possible d'intégrer un programme de doctorat quand on a fait une scolarité en France ou faut-il passer une équivalence. Alors non, suivant le niveau d'études, c'est-à-dire si vous êtes allé effectivement jusqu'au Master 2, jusqu'au doctorat ou avoir l'équivalence pour rentrer dans un doctorat, vous pourrez ici. Le problème du doctorat ici est plus de trouver un professeur qui sera votre maître de thèse et qui pourra vous suivre et que votre domaine sera accepté. Mais c'est des choses qui le font et on a pas mal de gens qui le font aussi quand ils immigrent parce que c'est une manière relativement favorable d'immigrer à ce moment-là. On reviendra sur l'immigration en fin de texte. J'aimerais revenir sur cet esprit. Donc, ce n'est pas la compétition, c'est vraiment arriver à réussir ensemble. On va travailler ensemble. On ne cache pas son travail en son voisin. On participe, on échange les connaissances, on donne à l'autre ce qui va lui permettre de réussir parce que l'autre n'est pas une menace. L'autre est quelqu'un qui est avec nous, qui fait partie d'une équipe et avec laquelle on va réussir. Je visitais encore une des universités la semaine dernière, ou il y a 15 jours peut-être déjà, avec une étudiante et c'est vrai qu'on lui présentait différents types de classes parce que dans une université, vous allez avoir des classes qui sont comme des amphithéâtres, comme vous pouvez l'imaginer en France, mais vous avez aussi des classes beaucoup plus petites. Vous avez des classes où les tables sont situées pour le travail de groupe. Donc on fait beaucoup de ces choses-là. L'idée, c'est de travailler ensemble parce que dans la vraie vie dehors, vous n'allez pas être tout seul dans votre coin. Vous aurez des collaborateurs, des gens avec qui vous allez travailler. Et bien cet esprit se retrouve dans quelle que soit l'école d'une étude supérieure. Fait penser à une école, par exemple, où ils sont, alors qui n'est pas une université, mais où ils forment des ingénieurs du son et en même temps des réalisateurs de films. Il est évident qu'ils vont travailler ensemble. Et l'idée, c'est de réussir ensemble. C'est fondamental comme différence ici. Vous verrez aussi dans les universités que les troisième années vont consacrer quelques heures par semaine à aider les premières années qui rentrent.
parce qu'ils ont besoin de soutien, que ça va aller plus vite, que si on leur montre et qu'on leur explique, ils vont mettre plus d'énergie à se développer, à faire des choses qu'à aller chercher l'information. Okay? Bien sûr qu'on va leur apprendre à chercher l'information, mais si on peut raccourcir le processus, c'est tout un gain important pour l'étudiant. Okay? On n'a pas besoin non plus d'éliminer l'autre, puisque ce n'est pas une question de place au bout du compte. Et ici, quand vous choisissez votre école par rapport à ce qu'on disait avant, et vous dites, voilà, ben moi je vais aller étudier à Massey University, on va déposer votre candidature à Massey University. On sait que vous aurez une place à partir du moment où vous avez les critères dont on a parlé avant, le bac et le niveau d'anglais. Okay? Donc on n'a pas besoin de postuler à 5 universités en ne sachant pas du tout où finalement vous allez aller. Important par rapport à ça. Un mot aussi sur la disponibilité des profs. C'est juste exceptionnel. J'en avais déjà peut-être parlé une fois, mais il y a quelque temps, je visitais une université, c'était Massey University dans le nord d'Auckland, et j'avais rendez-vous avec le directeur du département business. On avait pris un café à un endroit et on a traversé le campus pour aller rejoindre son bureau. Et bien, au chemin, il a arrêté au moins 5 étudiants en les appelant par leur prénom, et puis en leur demandant où ils en étaient sur tel ou tel travail, etc. etc. Ce qui veut dire qu'ils connaissaient ces étudiants-là et qu'ils étaient capables de les identifier et de savoir où ils en étaient dans le programme. Vous imaginez ça en France, sur un campus, que votre directeur d'un département apostrophe par leur prénom les jeunes. Bon, à l'école, à l'inverse aussi, il y a certains profs qui se plaignent un peu parce que les élèves ont la peine à les appeler par leur prénom. Mais c'est aussi des choses qui se font ici. Donc il faut savoir que la relation, elle n'est pas là pour être le maître qui sait tout et l'enfant qui est là ou le jeune pour ingurgiter et ressortir exactement les mêmes choses. Ça n'a aucun sens ici. L'apprentissage ensemble, grandir ensemble, réussir ensemble, c'est vraiment ce qui va être mis en avant à chaque instant. Je me rappelle même nous, quand nous avons fait notre licence de conseiller en immigration, donc on est retourné à l'école et on avait des travaux à rendre, on a travaillé d'arrache-pied au dehors de notre travail quotidien pour avoir cette licence, et on travaillait souvent le week-end, parce que la semaine on était pris par le travail. Eh bien, on posait une question par email au prof, mais 80% des fois, le prof nous répondait pendant le week-end. Les profs sont présents, sont là pour vous aider de nouveau. Ils ne sont pas là pour vous pointer du doigt ou pour mettre en avant vos faiblesses. Ils sont là pour renforcer ce que vous faites de bien et essayer de vous améliorer le reste. Dans cette collaboration aussi, toujours sur cette même visite il n'y a pas longtemps avec cette étudiante, on parlait, ils font dans l'université, il y a un département, il y a des cours de mode, de tout ce qui est lié à la mode, fashion, photographie, etc., etc. Et ils organisent une fois par année un défilé dans le cadre de l'université. Alors les routes sont fermées autour, le défilé de l'université prend place au milieu de l'université. Mais ça n'engendre pas que l'activité pour le département mode. Il est bien évidemment que ceux qui étudient l'événementiel vont être mis à contribution, ceux qui étudient le marketing vont être mis à contribution, la comptabilité, la gestion d'un événement, la gestion du déchet, que sais-je. Donc ça va faire intervenir toute l'université autour d'un événement. Parce qu'à nouveau, il faut lier l'étude à ce qui va être après la pratique. Okay? Il ne s'agit pas simplement d'une théorie sur un nuage, c'est que cette théorie elle doit être appliquée, être mise en marche avec des collaborateurs qui sont autour de soi. Important, vraiment important cette notion. J'insiste beaucoup parce que pour moi c'est ça ce qui fait fondamentalement la différence par rapport à ces universités ou ces écoles supérieures. Parce que quand on parle de mode, il y a une grosse école de mode et photographique qui existe ici, où quand ils font leur défilé, ça attire tous les journalistes du coin, pas seulement de l'école d'ailleurs, parce que c'est un événement sur Auckland, le fashion show de Wycliffe. Donc vous voyez, on y fait ensemble, on fait en sorte que ça réussisse et que ça y va. Il y a si on loupe par exemple, parce qu'on doit rencontrer des travaux, si on loupe un travail, il y a possibilité de rattraper pendant l'été pour ne pas louper une année et puis pouvoir poursuivre. On va avoir de nouveau les élèves des classes supérieures qui vont aider, comme eux ont été aidés, et qui vont revenir dans ces mêmes circonstances.
Alors, on a dit, je vérifie en même temps les questions. On va passer sur les coûts, la première question que j'ai eue tout à l'heure. Effectivement, alors les études en Nouvelle-Zélande coûtent cher. Grosso modo, en moyenne, on peut dire qu'une année d'école, alors c'est vraiment en moyenne, ok, une année d'école, et je parle là des tuition fees, c'est-à-dire des frais scolaires, on est environ à 30 000 $ l'année, ce qui équivaut à peu près à 18 000 € ou à 2 millions de francs CFP. Et ça comprend que les écoles. Bien sûr qu'il faut vivre comme vous, d'ailleurs, vous vivriez si vous étiez à la maison, okay? Donc il y a des coûts qui s'ajoutent à ça. J'ai souvent la remarque des Français qui viennent me dire « Oui, mais nous, chez nous, l'école, c'est gratuit. » Je ne sais pas si ça va être un choc pour eux, mais je vous promets que l'école en France, ce n'est pas gratuit, simplement parce que ça saurait si l'école ne coûtait pas une fortune au gouvernement français. C'est simplement que vous avez payé des impôts en France, donc vous avez payé les études de vos enfants pendant des années. En Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas contribué à ce système éducatif néo-zélandais, donc vous amenez votre part à ce système-là en payant les études. Alors, je vous donne un exemple. En admettant que vous preniez un cours de business qui coûte 30 000 $, pour prendre un exemple. Le néo-zélandais, lui, va payer probablement 6 ou 7 000 $ pour le même cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'université, au bout du compte, va recevoir la même somme. Parce que vous lui aurez envoyé 30 000 $. Le néo-zélandais lui aura envoyé 6 000 $, mais le gouvernement aura donné 24 000 $ de différence. Donc, un étudiant étranger ne rapporte pas plus d'argent qu'un étudiant néo-zélandais. Simplement, les fonds ne viennent pas de la même source. En France, effectivement, vous ne payez pas les universités, mais en contrebalance, les étudiants ne les payent pas non plus, ce qui veut dire que le français paye non seulement pour ses enfants, mais effectivement pour les étrangers qui ne payent pas l'université. Cela dit, plus je parle de ça, plus on m'explique que de plus en plus les très bonnes écoles en France deviennent payantes et que les gens doivent effectivement aussi participer financièrement à ça. En plus de ces frais, comme je disais tout à l'heure, il va falloir ajouter les frais de quotidien, de logement, de nourriture, etc., etc. Le logement, il y aura des possibilités, si vous êtes dans le cadre d'une université, potentiellement de loger dans les campus universitaires respectifs de chaque université. Autrement, beaucoup de jeunes participent plus sur de la colocation ou de la location par rapport à ça. On a peu de jeunes qui, et c'est pourtant possible, mais on a peu de jeunes qui restent en famille d'accueil pendant cette période-là. En général, effectivement, on a envie d'être sur le campus et de participer à la vie estudiantine qui se passe autour, ce qui est complètement légitime. Alors, j'espère que vous avez compris un peu cette différence fondamentalement qu'il peut y avoir entre tout ça. Dans les coûts, peut-être qu'il est important de rajouter qu'à partir du moment où vous étudiez en Nouvelle-Zélande, vous aurez besoin d'un visa d'étudiant. Ce visa d'étudiant vous permettra de travailler 20 heures par semaine et à plein temps pendant les vacances. Donc ça peut être un léger apport financier. Ce genre de rémunération vous permettra probablement de payer votre loyer. D'accord, donc il y aura 2-3 choses à rajouter par-dessus, mais le loyer pourrait être couvert si vraiment vous travaillez ces 20 heures par semaine. Bien évidemment, ce que vous visez, c'est la réussite de vos études avant tout. J'aimerais, je pense que sur je lisais en même temps que je vous parle, je lisais les questions qui potentiellement arrivent. Donc, l'idée de travailler potentiellement avec Nouvelle-Zélande Service, alors bien évidemment, vous pouvez faire tout seul, que ce soit vos visas, votre inscription, ce que vous voulez, etc., etc. Vous n'avez absolument pas besoin légalement d'avoir d'aide, y compris pour le visa d'étudiant, que vous avez le droit de faire de votre côté seul. Le fait de travailler avec nous permet de définir, je veux dire, honnêtement, moi je prends souvent l'exemple que si j'habitais, je ne sais pas, un quartier de Paris, et là je vais complètement inventer que je n'y connais rien, et que je dois mettre mon enfant dans un établissement, je vais regarder sur Internet et tous les établissements sont les meilleurs du monde.
En fait, si je vous demande à vous, parce que je viens m'installer dans votre quartier, vous savez très bien quelles écoles sont bonnes ou pas pour certaines qualifications. Nous, c'est la compétence qu'on a ici. Donc, c'est vrai qu'on commence toujours par l'étudiant, savoir qui il est, quelle est sa nature. On a des gens qui sont beaucoup plus pratiques, d'autres qui sont beaucoup plus académiques, etc. Donc, en fonction de ça aussi, ça va pouvoir déterminer, savoir est-ce que l'université est une solution, est-ce qu'une autre école, non dans un cadre non universitaire, est-ce que ça ne serait pas préférable? Est-ce qu'il faut une école qui est plutôt basée sur la pratique ou sur la théorie? En fonction de l'individu, on va diriger l'étudiant sur tel ou tel établissement dans un premier temps, puis après, de décider quel cours il va être pris. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va se discuter très longtemps. Comme partout, on a en Nouvelle-Zélande des jeunes qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire. Alors, les universités proposent un cours qui s'appelle un Bachelor of Arts, qui permet en fait de choisir pas mal de branches qui sont proposées dans le cadre de l'université, et d'essayer des choses. Okay? Et chaque semestre, dans tous les 2 termes, on peut modifier ses options. Et si un étudiant fait ça pendant 3 ans, et bien au bout de 3 ans, il a enfin décidé que c'était prof, par exemple, qu'il voulait faire, et bien à ce moment-là, il fait 1 année et il devient prof. Donc ça, c'est une manière de choisir. C'est comme un énorme buffet de vous et vous pouvez choisir les cours. Ce qui veut aussi dire potentiellement, quand vous regardez une université en Nouvelle-Zélande, je ne vais pas dire que chaque élève a un programme différent, parce que c'est vrai que s'ils ont décidé d'étudier, je ne sais pas, de devenir médecin, c'est évident que les critères de choix d'école de base seront à peu près similaires pour tout le monde. Mais si c'est d'autres choses comme le business, ça veut dire qu'il aura pu essayer d'autres choses, ou le marketing, etc. Donc il y a ce choix. Et puis après, au bout d'1 année, eh bien, il fait 1 année de formation et il devient prof dans l'exemple que j'ai donné. Donc cette flexibilité, il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle des choix des cours, etc. Parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour des Français. Et ça, c'est vraiment notre travail de pouvoir choisir l'établissement, choisir le programme lié, voir la définition et qui va avec. Et bien sûr qu'on a la compétence, puisqu'on est aussi conseiller en immigration, de pouvoir faire le visa. Je crois que le temps, il passe très très vite. J'ai une question qui fait sourire parce que j'allais vraiment y venir. Je voulais quand même vous toucher un tout petit mot sur utiliser les études potentiellement pour l'immigration. Dans le cas de conseil immigration, moi j'aide quelques familles françaises à entrer par ce moyen-là. C'est-à-dire que quand j'ai une famille, alors disons monsieur et madame, je ne sais pas, dans la quarantaine ou cinquantaine, avec des jeunes enfants, effectivement, si l'un des parents décide de reprendre des études à un certain niveau, ça permet à son partenaire d'avoir un visa de travail, et aux enfants, tant qu'ils sont sous l'âge, ou jusqu'au bac, je devrais dire, de ne pas payer l'école. Alors, c'est vrai que celui qui fait des études paye son master, mais ça permet à la famille de pouvoir venir tous ensemble juste sur le coût du master, et j'ai entendu que c'était un coût. Et surtout, ça donne un visa 2-3 ans après les études pour toute la famille, et donc la possibilité de demander la résidence. Donc c'est vrai que c'est un des moyens qu'on a pour faire entrer les gens en Nouvelle-Zélande et de pouvoir s'installer ici. J'ai dû être relativement complète, parce que là, les questions, je pense y avoir répondu. Je vais profiter aussi pour vous rappeler que nous serons à Nouméa du 13 au 20 novembre. Profitez-en pour venir nous voir, alors que ce soit déjà simplement pour des séjours linguistiques, on a encore le temps, hein, jusqu'aux vacances de décembre-janvier, donc n'hésitez pas à venir. Et puis si d'autres effectivement veulent discuter sur des études supérieures et potentiellement de l'immigration, eh bien on sera là aussi pour répondre à vos questions. Bien sûr, vous pouvez poser aussi vos questions sur Facebook, suivre nos événements sur Facebook, et puis nous envoyer un email simplement aussi par le website si c'est quelque chose qui est plus facile pour vous. Voilà, je vérifie avec un œil. Voilà. Alors moi je vous avais parlé de 2 toutes petites anecdotes. Alors elles sont pas longues, mais je vais y penser. D'une part, c'était un jeune qui nous a approché pour faire des études, et finalement c'était pour aller à l'université d'Otago, qui est une université magnifique dans le sud de l'île du Sud. Et ma collègue Martine, qui s'en occupait, s'occupe voilà, de discuter des cours, de quoi, comment, etc., etc. Et quand tout ça avait été déterminé, elle lui dit, bon, bah, maintenant, il faut m'envoyer les papiers dont j'ai besoin, donc envoie-moi ton bac.
Et puis on va le faire, et c'est là où le jeune, et on n'avait pas pensé à le vérifier avant, le jeune dit: ah non, mais moi le bac, je ne l'ai pas passé. Et c'est vrai que ça a été un choc dans un premier tour, parce qu'on aurait pu lui le demander avant, mais pour nous, on assumait qu'il avait déjà le bac. Et en fait, il a fait ce fameux cours de Foundation Course, qui lui a permis de rattraper ses matières et de pouvoir rentrer à l'université. Donc on peut même rentrer à l'université sans avoir un bac. Mais c'est bien de nous avertir dès le départ. Sur ce, je crois que maintenant on pose la question directement. Et l'autre anecdote, c'est pour une jeune fille qui, elle, voulait faire une formation de journaliste. Et puis pour faire journaliste, il faut un 7 à l'IELTS, il faut vraiment très très bien parler l'anglais. Donc quand elle a passé son examen, elle est arrivée à un 6,5, ce qui était déjà remarquable, mais ce n'était pas un 7, donc elle n'a pas pu y rentrer. Et sa deuxième option était business, donc elle est rentrée en business, elle a fait une année de business. Et en fait, elle a tellement aimé le business qu'elle est restée en business. Mais si elle avait voulu, elle aurait pu rejoindre la deuxième année de journalisme, d'accord? Parce que l'université considérait qu'elle avait acquis de l'expérience qui lui serait utile dans son métier de journaliste, donc faut cette année de business. Donc elle n'aurait pas dû recommencer jusqu'au début. Donc c'est ça, cette idée de flexibilité, et c'est pour ça qu'on a probablement plein d'anecdotes là-dessus qui pourraient ouais, vous ouvrir des portes par rapport à l'esprit dans lequel toute cette éducation se fait en Nouvelle-Zélande. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si on a besoin de quoi que ce soit. Encore un grand merci pour suivre ces rendez-vous d'Ariane, c'est un vrai plaisir. Et je vous retrouve très bientôt. J'ai pas la date suivante, mais je crois que c'est dans une quinzaine de jours. Mais on vous communiquera ça. Allez, à très bientôt et bonne fin de soirée ou bonne journée à vous. Au revoir.